K-pop Demon Hunters est de retour. Et c'est pas ce que vous croyez. La partie 2 n'est pas juste une suite. C'est la révélation de tout ce que le premier film cachait. Dans cette vidéo, on va décortiquer les indices, les théories et les setups secrets qui pointent vers ce qui arrive vraiment pour les Demon Hunters. Parce que la grande question maintenant, c'est pas quand ça arrive. C'est pourquoi cette suite devait exister. Demon Hunters n'est pas juste sorti, il a explosé. Plus de 236 millions de vues, des bandes-sons en tête des chars et les serveurs de Netflix qui pleuraient, probablement au secours. Naturellement, Sony et Netflix ont vu ces chiffres et se sont dit « On exploite ça jusqu'au bout ». Alors maintenant, on a des suites, des spin-offs, peut-être même des shows sur scène. Parce que si tu peux vendre des démons et des chorégraphies, pourquoi s'arrêter? À la fin de la partie 1, les filles ont techniquement gagné. Le classique, on scelle les démons sous terre et on appelle ça une victoire. Mais sérieusement, est-ce que ça a déjà marché dans l'histoire de l'animation? C'était jamais la fin. Juste le silence gênant avant le prochain round de trauma. Parce que quelque part là-dessous, ces démons sont toujours vivants. Ils attendent, ils observent. Et ils complotent sûrement à travers les fissures, comme de mauvais voisins qui ont jamais déménagé. Mais voilà le plot twist que personne n'a vu venir. Ils n'ont pas tous été bannis. L'un d'eux est resté, Jinwoo. Son corps a disparu, oui. Mais son esprit? Cet esprit-là a refusé de pointer sa sortie. Il a fusionné dans l'épée que Rumi porte maintenant. Ce qui veut dire que chaque coup, chaque étincelle, chaque plan ralenti dramatique de combat, Jinwoo fait le tiers de trop depuis l'au-delà. Et ça change tout. Parce que dans la partie 2, c'est plus juste combattre des démons. C'est ce qui arrive quand ce que tu as perdu décide de faire son comeback. Sans invitation, sans vie, et possiblement avec une rancune. À la toute fin du film, quelque chose de petit mais puissant apparaît. Les compagnons spirituels de Jinwoo, le tigre bleu Darby et la pie aux 6 yeux Suzy. Ouais, parce que rien ne dit « fin paisible », comme deux animaux mythologiques lumineux qui flottent depuis l'au-delà. Ils n'apparaissent que quand Jinwoo est proche. Ce qui veut dire une chose, il n'a jamais vraiment quitté le monde des humains. Classique Jinwoo, incapable de mourir discrètement comme tout le monde. Il se faut un caméo spirituel dramatique. Mais voilà la chose. Ces deux-là n'étaient pas juste des Pokémon de fond. C'étaient ses protecteurs. Son lien vers Rumi. La preuve silencieuse que leur lien résonne encore entre les mondes. Chaque battement d'aile, chaque lueur, c'était Jinwoo qui disait « Tu penses à moi ?» Et si tu as mis pause sur l'image finale, oui, je sais que tu l'as fait. Il y a une bannière lumineuse avec un seul mot. Comeback. Pas juste un teaser pour la partie 2. Une menace. Parce que si ce mot veut dire ce qu'on pense, alors l'histoire de Jinwoo est pas terminée. Elle reboot. Style sequel. La mort a peut-être essayé d'annuler son abonnement, mais Jinwoo a clairement appuyé sur renouveler pour une autre saison. Dans le film, on découvre que tous les démons servent un seul roi, Weima. Tout au long de la partie 1, il était le feu dans le monde des démons. Le souverain intemporel qui attendait sa chance de s'échapper. Mais d'où vient-il? Et comment a-t-il acquis ce pouvoir? On sait qu'il se nourrit de honte et s'en sert pour contrôler ses démons. Mais pourquoi apparaît-il sous forme de flamme? Et qu'est-ce qui l'a poussé à embrasser cette forme? Montrer son origine pourrait en faire bien plus qu'un simple grand méchant de fin. Il pourrait y avoir un twist plus profond, parce que Rumi elle-même pourrait lui être liée d'une façon choquante. La réalisatrice Maggie King a récemment admis que la partie 1 n'était pas terminée. Elle a juste manqué de temps d'écran. Apparemment, trop de trauma et pas assez de durée. Classique problème d'animation, surtout pour Mira et Zoé, deux fans favorites, qui ont eu environ 5 minutes de temps à l'écran et une vie entière de bagages émotionnels. La partie 2, c'est là que les séances de thérapie commencent enfin. On va plonger dans leurs souvenirs, leurs choix, leurs cicatrices, et les raisons pour lesquelles elles sont devenues à la fois des idoles et des chasseuses. Parce qu'apparemment, rien ne guérit plus vite que combiner les feux de la scène et la violence surnaturelle. Mira, la rebelle du groupe, n'était pas juste dure à cuire. Elle portait un secret émotionnel énorme. Chaque sourire en coin, chaque coup de poing enflammé, c'était moins girl power et plus « surtout ne me fais pas ressentir des choses ». Zoé, elle, portait son silence comme un accessoire. Coréenne de sang, américaine de cœur. Elle vivait comme un fantôme coincé entre deux cultures qui ne chargeaient jamais complètement. Ses paroles n'étaient pas des chansons. C'étaient des lettres ouvertes à un foyer qu'elle n'arrivait pas à localiser. Et puis, elle a trouvé les Huntrix, sa connexion Wi-Fi émotionnelle. Mais même avec tout ça, l'histoire de Rumi semble toujours inachevée. On connaît le sacrifice de sa mère, oui, mais son père est toujours enfermé dans les mystères du scénario. Et ses marques sur sa peau ne racontent pas juste une histoire de pouvoir, mais d'amour. Et qu'est-ce qui arrive quand une chasseuse tombe amoureuse de ce qu'elle est censée détruire? Parce que, évidemment, rien ne dit « bon choix de carrière », comme sortir avec l'ennemi. Et juste quand vous pensez avoir tout compris, ça nous amène à la question. Qui était exactement le père de Rumi? On sait tous que l'arbre généalogique de Rumi, c'est essentiellement un who's who du chaos surnaturel. Un père démon, une mère chasseuse
et assez de trauma générationnel pour financer 3 saisons Netflix. C'est pour ça qu'elle a ses marques lumineuses sur le corps tout en combattant des démons. Parce que rien ne dit crise d'identité comme frapper ses propres parents. Mais son côté démon, c'est pas juste puissant, c'est nucléaire. Quand elle crie, toute la barrière entre le monde des démons et celui des humains tremble. Des chasseuses ont passé des décennies à construire ce mur. Et Rumi l'a juste fait plier avec sa voix. La fille est littéralement une catastrophe naturelle à elle seule. Même sa tante Celine, censée être une grande dompteuse de démons, fait comme « Non merci, je préfère pas ». Elle essaie de supprimer le côté démon de Rumi. Mais visiblement, ça a aussi bien marché que mettre du scotch sur un volcan. Et c'est là que ça devient plus intense qu'une finale de K-drama. Weima, le souverain tout-puissant de tous les démons qui existent, peut contrôler tout le monde sauf Rumi. Attends. Le seul démon qu'il ne peut pas contrôler ressemble exactement à lui et à son pouvoir. Totale coïncidence, bien sûr. Peut-être parce qu'elle est en fait sa vraie fille. Ce qui explique pourquoi elle peut résister à sa voix. Comme chaque ado qui ignore son père en plein discours. Et si vous pensez que c'est trop tiré par les cheveux, regardez juste ses cheveux. Ils ont la même couleur que la flamme violette de Weima. Qui a besoin d'un test de paternité quand tes cheveux brillent littéralement en violet? Problèmes avec papa? Alors maintenant, la question c'est, si elle est vraiment sa fille, pourrait-elle un jour devenir la reine des démons? Parce que si c'est le cas, félicitations. On est sur le point d'assister à la réunion de famille la plus gênante du monde. On doit aussi parler du passé de K-pop Demon Hunters. Parce que apparemment, sauver le monde une fois, c'est pas suffisant. Il faut le faire à chaque génération avec des chorégraphies parfaites et un eyeliner lumineux. Le premier film suggérait qu'il y avait des générations précédentes de chasseuses. Des idoles des années 80, 90, peut-être même de l'ère disco, qui combattaient encore des démons en talons hauts et autotune. On a vu de brèves images d'elles qui adaptaient leur musique à leur époque, mais sans jamais avoir leur histoire complète. Ce qui est dommage, parce que qui ne voudrait pas voir un girl group de tueuses de démons atomiser le mal sur un beat synth-pop? La partie 2 pourrait enfin lever le voile. Probablement à travers Celine, qui, surprise, surprise, était elle-même une de ces chasseuses. Elle est en gros cette tante cool qui dit « De mon temps, on combattait les démons sans hologramme ni filtres vocaux ». Celine pourrait servir de guide historique. Elle expliquerait comment les nouvelles chasseuses sont choisies, à quel âge elles commencent à s'entraîner, les épreuves absurdes qu'elles traversent, et comment elles équilibrent les exorcismes avec les répétitions de danse. Imaginez, désolé, je peux pas sortir, j'ai une chorégraphie de combat et un couplet à tuer à préparer. Soyons honnêtes, Darby et Suzy sonnent moins comme des gardiens ancestraux et plus comme un duo de coéquipiers qui ont sauvé le monde par accident. Mais ces deux-là ne sont pas juste là pour faire rire. Ce sont les mystérieux compagnons spirituels de Jinwoo. Un tigre avec une énergie de personnage principal et une pie à un effondrement près de tout lâcher. Dans le folklore coréen, des animaux comme eux symbolisent la protection et la guidance. Mais dans le film, ils apparaissent, montrent leur pouvoir et disparaissent comme le Wi-Fi pendant un boss fight. Personne ne sait d'où ils viennent. Peut-être nés de la musique, peut-être d'un bad trip au département sonore. Mais une chose est certaine, ce sont les icônes de soutien émotionnel dont on ne savait pas avoir besoin. Et en parlant de chaos, la romance avec les Saja Boys est loin d'être terminée. Jinwoo est peut-être passé en mode fantôme total. Mais maintenant que son âme se repose dans l'épée de Rumi, ça donne des vibes de relation longue distance. Mais version surnaturelle. Leur histoire reflète celle des parents de Rumi, le démon et la chasseuse qui sont tombés amoureux et ont mis 2 mondes en chaos. Alors oui, la partie 2 pourrait amener romance, cœur brisé, et un duo tigre-pie qui mérite son propre spin-off. Parce que si quelqu'un vole la vedette cette fois, c'est clairement pas les humains. La partie 2 est déjà confirmée. Et la rumeur dit que les Huntrix pourraient sortir de l'écran pour de vrais concerts. Parce que pourquoi regarder vos idoles démons quand vous pouvez acheter des billets pour les voir? Attendez-vous à des chansons plus grandes, des cris plus forts et assez de brillance pour alimenter tout Soul. Et si on a de la chance, la partie 2 pourrait arriver dès l'été 2026. Juste à temps pour que Netflix nous rappelle que démons, drama et chorégraphie K-pop forment officiellement un univers cinématographique. Alors oui, likez, abonnez-vous et préparez-vous parce que cette franchise ne fait pas que monter. Elle prépare un comeback tour en grande pompe.